Et on a pris le sujet, c'est une idée de Jérémy, mais c'est une excellente idée, le sujet des conditions de possibilité de ce qui fut un grand rêve moderne que de ce qui fut la démocratie contemporaine. C'est notre ami qui va d'abord faire disons, quelques distinctions conceptuelles et ensuite je folâtrerai dans quelques pastels avant de vous laisser la parole pour un échange qui, j'espère, sera enlevé, vu que le sujet semble intéresser, parce que, justement, nous sommes peut-être au crépuscule d'une grande idée, et je crois que c'était Milan Kundera qui disait « Quand on tue un grand rêve, il coule beaucoup de sang ». Merci à tous d'être là, et surtout merci à notre camarade Jérémy, à qui je laisse la parole, notre camarade Jérémy Berg. Alors bonsoir à tous. Alors comme a dit très Pierry, c'était pas moi du tout qui était prévu ce soir. Moi j'avais plutôt prévu tranquillement d'être dans le public et d'écouter, de me délecter de la conférence d'un autre. Et parce qu'en fait oui, j'ai aussi, bon, je précise, je fais comment c'est quoi dire là. En fait, je viens juste aujourd'hui là de recevoir l'exemplaire de mon roman que je sors chez Perspective Libre, et c'était aussi en grande partie pour ça que je tenais absolument à venir aujourd'hui. Et lorsque j'ai dit dépité à ma femme qu'en fait, non, il n'y a pas de conférence, en fait, je vais pas pouvoir récupérer mon bouquin, et elle m'a dit, non, mais rien à faire, tu proposes à Pierre-Yves, tu fais un truc. Donc voilà, j'y suis un petit peu, voilà, c'est ma femme qui m'a forcé, voilà, j'avais pas le droit de ne pas y aller. Voilà, donc j'ai tenté quelque chose. Vous voyez à quel point on est moderne au cercle Aristote, contrairement à ce que vous pourrez voilà, dire sur Internet. Mais on n'est pas loin de la démonstration, en effet. Donc c'est un sujet qui n'a en fait rien à voir avec mon livre, un sujet sur lequel je ne suis pas du tout spécialiste, donc je m'excuse par avance aux spécialistes d'entre vous des questions de sciences politiques qui pourront trouver peut-être mon propos un petit peu, je ne sais pas, peut-être naïf, voire le sentiment que j'enfonce des portes ouvertes, mais cette question de la démocratie me tenait à cœur parce que je dirais, c'est une question importante qui m'intéresse en tant que citoyen français et qui me semble capitale aujourd'hui. Et je pensais qu'il était intéressant de lancer quelques pistes, quelques perspectives dont on discutera en fait ensemble. Voilà. Donc l'idée ici, c'est de poser un petit peu les bases d'une discussion collective dans un esprit justement démocratique. Alors allons-y. Donc alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Alors je voudrais introduire cette question en situant la démocratie entre un idéal moral d'une part et une réalité politique d'autre part. Donc le mot démocratie, c'est l'un des plus prononcés de notre temps et sans doute aussi l'un des plus galvaudés. On l'invoque à tout propos pour louer une réforme dite démocratique, pour en condamner une autre, jugée non ou antidémocratique, pour désigner un régime politique, bien sûr, mais même aussi un simple état d'esprit. On parle d'un esprit démocratique. Mais c'est une loi générale qu'à force d'être répétée à l'envi, tout mot finit par se vider de son sens, y compris celui aussi noble de démocratie. Ainsi est-il insidieusement assimilé aujourd'hui à quelque chose comme une valeur morale. Est démocratique ce qui est bien, non démocratique ce qui ne l'est pas, et antidémocratique ce qui est franchement mal. Donc le crédit moral du terme est d'ailleurs si grand que l'Union européenne doit invoquer le bouclier démocratique pour mettre en œuvre des mesures aussi antidémocratiques que l'interdiction de certains partis d'opposition, l'annulation d'élections régulières, la mise en œuvre du DSA, voire bientôt peut-être du projet de chape contrôle. Car nous sommes tous pour la démocratie, bien sûr. Mais savons-nous encore ce que ce mot veut dire ? La définition classique, héritée d'Abraham Lincoln, que vous connaissez tous, est célèbre. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais cette formule admirable soulève autant de problèmes qu'elle n'en résout. Qu'est-ce qu'un peuple ? Qu'est-ce qu'un gouvernement par le peuple ? Et surtout, peut-on gouverner pour le peuple sans, parfois, gouverner contre ses désirs immédiats ? Et alors, qui d'autre que le peuple, rien que le peuple et tout le peuple,
serait-il légitime à gouverner par et pour lui-même? C'est toute la tension de la démocratie. Elle se situe à la frontière entre un idéal moral d'égalité et de liberté et une réalité politique de pouvoir et de hiérarchie. D'un côté, la démocratie comme idéal, un rêve d'horizontalité parfaite, où chaque citoyen aurait voix au chapitre, où personne ne dominerait personne. De l'autre, la démocratie comme réalité, un régime représentatif, avec ses institutions, ses médiations, ses élites, ou ce qu'il en reste. Bref, un système où le peuple délègue son pouvoir et où cette délégation peut vite devenir confiscation. C'est cette tension qu'à mon avis, il est intéressant d'explorer. La démocratie est-elle condamnée à demeurer un idéal inaccessible ou peut-elle s'incarner dans un régime politique vivant, certes imparfait, mais fidèle à son principe? J'envisagerai d'abord comment la démocratie s'est définie dans son rapport à la République, au peuple, à l'égalité et à la liberté. Puis j'interrogerai certaines limites et paradoxes de la démocratie moderne, son risque de démagogie, son éloignement du peuple, sa fragilité face à la communication et à ce qu'il est convenu d'appeler, en détournant le sens initial, le populisme. Enfin, je tenterai d'en dégager le sens philosophique en interrogeant la condition même de l'homme démocratique. Est-il naturellement apte à la raison, à la liberté, à la vie commune, sans système de domination? Pour le dire simplement, doit-on voir la démocratie comme un fait politique ou comme un pari moral sur l'humanité? Donc, grand 1, les formes et les fondements de la démocratie. Si l'on veut comprendre ce qu'est la démocratie, il faut d'abord la distinguer de la République, deux mots qui, dans le langage courant, sont souvent confondus. Or, cette confusion n'est pas anodine et masque une différence essentielle, celle qui sépare la souveraineté du peuple et l'exercice de cette souveraineté. Donc, République et démocratie, comment articuler ces deux concepts? Donc, dans le dictionnaire de Petit Robert, la démocratie est définie à la fois comme une doctrine et comme une organisation politique. Doctrine, d'abord, elle affirme que la souveraineté appartient à l'ensemble des citoyens. Organisation, ensuite, elle cherche les moyens concrets de réaliser cette souveraineté. C'est là qu'il faut situer la distinction entre la République et la démocratie. Tout d'abord, la République, au sens large, désigne tout État régi par des lois, ce que Rousseau appelait, que l'on invoque beaucoup aujourd'hui, un peu à tort et à travers, un État de droit. Selon ce sens large, un roi qui obéit à la loi peut régner dans une république. En ce sens, on peut aussi parler de république islamique, de république populaire de Chine, ou, j'ai pensé à toi Pierre-Yves, de république démocratique allemande. Ah oui. Deuxième grade. Attends que ça soit mon tour. La république au sens strict, ou démocratie au sens large, c'est-à-dire la démocratie indirecte. C'est celle que nous connaissons, et peut-être celle que nous connaissions, avant que notre vie politique soit régie, notre vie politique nationale soit régie par des cadres non élus de l'UE. Là, on est plutôt dans le premier sens de la République. Mais en tout cas, l'idée d'un régime représentatif où le peuple élit des représentants chargés de faire la loi et de l'exécuter. Enfin, la démocratie, en troisième lieu, la démocratie au sens strict, c'est le pouvoir exercé directement par le peuple, sans intermédiaire. Une démocratie directe, participative et non représentative, où chaque citoyen prend part aux décisions politiques. Entre ces trois modèles, République, démocratie indirecte, démocratie directe, se déploie toute la tension entre l'idéal et le réel. Plus on tend vers la participation directe, plus la démocratie devient idéale, mais aussi difficilement praticable. Et plus on délègue le pouvoir à des représentants, plus elle devient viable, mais au risque de trahir son principe d'origine. C'est tout le dilemme de la modernité politique. Comment faire que le peuple reste souverain tout en n'exerçant pas lui-même directement le pouvoir? Comment faire pour que la souveraineté populaire ne soit pas un principe abstrait et purement théorique, mais un principe pratique s'exerçant de manière concrète, quotidienne et continue?
En deuxième lieu, la notion de peuple, notion abstraite mais essentielle. Rousseau, ici, est intéressant. Pour lui, le peuple n'est pas la somme des individus, mais une unité politique. Ce n'est pas un agrégat d'hommes juxtaposés, c'est un corps vivant, une totalité unifiée. C'est ce qui permet d'ailleurs de distinguer la démocratie comme pouvoir du peuple de ce que l'historien Polybe considérait comme le pire des régimes, à savoir l'ochlocratie, le pouvoir de la foule, de la populace. Dire que le peuple est souverain, ce n'est donc pas dire que chaque individu exerce le pouvoir isolément, mais que chacun participe à la volonté commune. Cette volonté générale qui, selon Rousseau, transcende des volontés particulières et se distingue de la volonté de tous. Un exemple historique peut être ici parlant. Quand Louis XVI est devenu, en 1789, roi des Français et non plus roi de France, c'était une révolution symbolique. Cela signifiait que le roi ne tenait plus sa légitimité d'un territoire, ni de Dieu, mais du peuple lui-même, de la nation en tant qu'incarnation de la volonté générale. Le peuple et la nation devenaient source unique du pouvoir politique. Mais cette idée soulève une difficulté. Si la souveraineté appartient idéalement à tous, n'appartient-elle pas en réalité à personne? C'est le paradoxe que Claude Lefort formule. En démocratie, le pouvoir émane de tous, mais il n'est le pouvoir de personne. Pour prendre une image, le pouvoir démocratique est un feu central autour duquel tous se réchauffent. Cette image était déjà celle des Grecs. Le feu du kratos, du pouvoir, appartient à la communauté tout entière. Il réchauffe chacun, mais personne n'en peut s'arroger la propriété exclusive. Or, si le peuple est le fondement de la démocratie, alors, au troisième lieu, l'égalité et la liberté en sont les deux piliers. L'égalité, d'abord, signifie que le pouvoir vient d'en bas, et qu'aucun homme ne peut prétendre, par un privilège de naissance, commander naturellement aux autres hommes. Mais l'égalité ne suffit pas à faire une démocratie. On peut être égaux dans la soumission. Les esclaves d'une tyrannie sont égaux entre eux, égaux dans la dépendance, la misère et l'esclavage. La démocratie, elle, exige une égalité de participation, l'égalité du droit de chacun à prendre part aux décisions collectives. C'est ce qu'exprime le mot citoyen, celui qui est à la fois gouverné et gouvernant, actif dans la loi qu'il contribue à élaborer et passif dans l'obéissance qui lui consent. Or, cette égalité politique ne peut exister sans la liberté. C'est la thèse de Kelsen, que l'essence de la démocratie, ce n'est pas l'égalité, mais la liberté. Autrement dit, une démocratie peut supporter certaines inégalités sociales, mais à la condition que chacun conserve la liberté de penser, de s'exprimer, de choisir, et surtout de participer à la vie publique. Ainsi se créent des fortunes diverses dont le contraste n'est pas toujours facile à supporter. L'égalité des chances n'est pas la réussite pour tous. Et le plus doué que moi, disposant de conditions égales aux miennes, me dépassera en toute légitimité. C'est une inégalité juste. Ainsi, la démocratie maintient-elle au moins cette promesse d'une égalité de droits et de liberté, même si les résultats concrets, les richesses, les destins, les pouvoirs restent inégaux. En quatrième lieu, je voudrais souligner un paradoxe démocratique. Ce paradoxe qu'on a déjà mentionné. Pouvoir de tous, pouvoir de personne. Si tout le monde a le pouvoir, alors qui le détient vraiment? Sur Internet, par exemple, chacun peut s'exprimer, publier, donner son avis. Mais justement, parce que tout le monde peut parler, plus personne n'est vraiment entendu. C'est le paradoxe du pouvoir collectif. Partagé entre tous, il se dissout. La démocratie, disait encore Claude Lefort, repose sur une place vide du pouvoir. Personne ne peut dire « le pouvoir, c'est moi », parce que le pouvoir n'appartient plus à personne en propre. Il circule comme le feu d'un citoyen à l'autre. Et c'est peut-être ça, au fond, la grandeur, autant que la fragilité de la démocratie. Un régime où chacun est libre, mais où cette liberté ne peut se maintenir que si elle est partagée. Grand 2, les limites et tensions internes de la démocratie moderne. Ces principes d'égalité et de liberté dont on vient de parler se heurtent dans la pratique à une difficulté majeure. Comment faire vivre un pouvoir collectif dans un pays comportant des millions d'individus? Autrement dit, comment maintenir la souveraineté du peuple sans sombrer dans ce que certains nomment, en se pinçant le nez, l'anarchie. Mais si, du même coup,
le peuple doit s'en remettre à des représentants exerçant le pouvoir en son nom et à sa place, comment éviter les deux périls symétriques que sont la démagogie et l'apathie politique des citoyens? Alors ici, le mode électoral apparaît à la fois comme une expression et comme une confiscation du pouvoir. Le premier instrument de la démocratie représentative, c'est le vote. Mais voter, est-ce réellement exercer le pouvoir, ou simplement le remettre à d'autres? Dans les faits, l'élection peut devenir un double piège. Du point de vue des représentants, elle encourage la démagogie. Du point de vue des représentés, elle nourrit la passivité. Les Grecs avaient forgé le mot démagogie, littéralement conduire le peuple, pour désigner cette perversion du pouvoir qui menace directement la démocratie. Car, disait Platon, conduire le peuple, c'est le conduire en le flattant comme on apprivoise un grand animal. On lui dit ce qu'il veut entendre pour mieux le dompter. On le séduit et on lui ment pour le mener à l'exact contraire de ce qu'il veut. On le nourrit de bienfaits imaginaires pour en réalité mieux l'exploiter et le détruire. Ainsi, Schumpeter écrit et assume parfaitement sa dimension en disant que la démocratie est ce système dans lequel les individus accèdent au pouvoir à l'issue d'une lutte concurrentielle pour le vote du peuple. Autrement dit, du côté des gouvernants, il ne s'agit plus de chercher la vérité ou le bien commun, mais simplement de séduire le plus grand nombre. On ne gouverne plus selon la raison, mais selon les sondages, non plus selon la vérité, mais selon les émotions collectives, avec cette certitude entendue qu'on ne travaille plus à l'intérêt commun, mais à son intérêt privé de domination par le mensonge. Or, de cette dérive naît l'autre danger, l'apathie politique des citoyens. Le citoyen, déçu par des promesses sans suite, finit par se détourner des urnes. Ça, c'est pas grave, mais surtout, il finit par se détourner de la chose publique elle-même, persuadé que rien ne dépend plus de lui. Le débat politique, alors, s'appauvrit, la participation décline, l'abstention progresse, tandis que les médiocres, les cyniques et les déviants s'emparent des plus hauts postes. Alors la démocratie, privée de son énergie vitale, se vide lentement de l'intérieur. Comment alors rétablir une proximité entre les représentants et les représentés? Certains proposent de réinventer la démocratie en rapprochant les citoyens du pouvoir. L'idée n'est pas de supprimer la représentation, mais de l'encadrer et éventuellement de la rendre réversible. Ils connaissent tous l'exemple de la Suisse, pour donner un modèle, où un référendum peut être déclenché à partir seulement de quelques dizaines de milliers de signatures. C'est aussi la question du RIC en France, du référendum d'initiative citoyenne, porté notamment par quelqu'un comme Étienne Chouard. C'est aussi la question des conventions citoyennes, défendues par Jacques Testard, durant lesquelles des citoyens tirés au sort sont amenés à délibérer sur des sujets d'intérêt général aussi vastes que la santé, le climat, l'IA, la justice sociale, économique, etc. Dans les deux cas, l'idée est de redonner au peuple un véritable droit de regard sur ses représentants et une possibilité d'agir concrètement sur son destin. Mais cette volonté de contrôle comporte elle aussi des risques. Un pouvoir soumis aux fluctuations de l'opinion publique, devient un pouvoir instable, nerveux, parfois paralysé. Et surtout, le peuple est-il toujours capable de juger droitement des affaires publiques? La répudiation de Gaulle, par exemple, en 1967, lors d'un référendum de second ordre, n'a-t-elle pas mis en évidence la distorsion entre le bien effectif du peuple français, qui était sans doute de conserver De Gaulle, et la volonté effective de celui-ci? C'est la question posée par Weber dans Le savant et le politique. La politique exige une vocation, une compétence, un métier. Le danger sera alors de remplacer la tyrannie des élites par celle des émotions de masse. De Gaulle lui-même, pourtant incomparable à ses piètres successeurs dans l'estime qu'il portait aux Français, n'a-t-il pas dit que ceux-ci étaient des veaux? Donc, en troisième lieu, les illusions de la proximité médiatique. Nos dirigeants l'ont bien compris, mais ont-ils compris une chose? La distance, si ce n'est l'abîme, qui s'est creusé entre élus et citoyens, est devenue l'un des grands drames contemporains. Drame dans tous les sens du terme, car plutôt que de combler réellement cette distance, on la met en scène. Ainsi naît la politique spectacle, cette proximité médiatique où le pouvoir fait mine de dialoguer avec le peuple tout en le tenant à bonne distance. De Gaulle, déjà, s'adressait directement aux Français par la télévision.
un geste alors révolutionnaire et dont on peut penser à bon droit qu'il s'agissait d'un effort de transparence afin de renforcer la légitimité du pouvoir aux yeux du peuple. Mais de la parole donnée au peuple, on est passé peu à peu à la communication politique, au coup de com'. À partir des années 2000, on a assisté à une pipolisation du pouvoir. Les dirigeants s'exhibent, racontent leur vie privée, tutoient les journalistes, adoptent la vulgarité d'un homme du peuple. C'est par exemple Laurent Wauquiez, s'efforçant de faire des fautes de français pour faire popule. C'est Ruffin se réclamant de la France qui sent sous les bras. C'était Sarkozy, bien sûr, lançant son Casse-toi pauvre con, ou se donnant en spectacle avec Nico et Carla dans Paris Match. C'est Macron en jean et blouson auprès des sans-abri, faisant le kéké avec McFly et Carlito. Autant d'exemples d'un pouvoir qui se veut familier, mais qui, en réalité, déchoit de sa dignité politique. Jusqu'à tomber dans la frivolité abyssale du débat sur le sexe de Brigitte, pour mieux se détourner du sérieux des problèmes des gens, à savoir, aujourd'hui, comment nourrir et loger sa famille, par exemple. Comment faire pour que mes enfants ne soient pas bientôt trucidés par un fichier S ou sur un champ de bataille ukrainien. Emmanuel Todt, dans Après la démocratie, parle du moment Sarkozy pour désigner cette mutation. Le pouvoir devient narcissique, obsédé par son image, et le peuple, lui, s'en détourne encore davantage. Ainsi, les outils censés rapprocher les citoyens de leurs dirigeants deviennent paradoxalement des instruments de propagande qui virtualisent, déréalisent, détruisent les rapports réels entre le peuple et la classe politique. La démocratie du dialogue se change en démocratie du spectacle. Ouais. Alors, stabilité ou participation? Nous retrouvons ici la tension originelle de la démocratie. Trop de participation, et c'est le risque de la démagogie, du désordre émotionnel et de la dictature de l'opinion. Trop de délégation, et c'est la confiscation du pouvoir, le monopole oligarchique. Entre ces deux excès, la démocratie avance comme un funambule. Elle doit sans cesse trouver un équilibre instable entre l'expression du peuple et la compétence du gouvernement. C'est pour cela que Rousseau parlait de la démocratie comme un régime pour les dieux, non pour les hommes. Trop parfaite pour notre condition humaine, trop exigeante pour nos passions, elle reste un horizon plus qu'une réalité. Mais cet horizon, il faut pourtant le maintenir. Car dès qu'une démocratie cesse de vouloir se démocratiser toujours un peu plus, elle commence à mourir. C'est pour ça qu'en troisième lieu, je voudrais envisager la démocratie comme un horizon moral et une philosophie de la liberté. Jusqu'ici, nous avons parlé de la démocratie comme un régime politique, un ensemble d'institutions, de lois, de procédures. Mais elle n'est pas seulement ça. Elle est aussi, et peut-être surtout, une idée morale, un horizon spirituel. Être démocrate, ce n'est pas simplement voter, ni même défendre des droits. C'est croire en la possibilité d'un monde où les hommes seraient capables de vivre ensemble sans domination, par la seule force de la raison et du respect mutuel. Ainsi, la démocratie apparaît comme un au-delà du politique. Le mot politique dans notre langage dessine bien sûr la conquête ou l'exercice du pouvoir, mais c'est aussi au sens large ce principe fondamental qui organise toute société selon des rapports de pouvoir. Or, si la démocratie a un sens ultime, ce serait peut-être de dépasser le politique lui-même, de tendre vers une communauté où les rapports de domination disparaîtraient, où la contrainte extérieure céderait la place à la contrainte intérieure du sens moral. C'est le rêve des philosophes libertaires, d'un Proudhon, d'Akunin, de Kropotkin. Une société authentiquement démocratique serait une société sans hiérarchie, sans maître ni esclave, une société anarchique, au sens plus noble du terme, c'est-à-dire sans commandement. Mais un tel idéal suppose une condition, que les hommes deviennent capables de se gouverner eux-mêmes. Autrement dit, que la liberté ne soit plus un droit qu'on réclame, mais un devoir qu'on assume. Cette idée conduit naturellement à une autre. La démocratie ne peut vivre que par l'éducation, l'exigence éducative. C'est ce qu'avait déjà vu Platon, paradoxalement l'un des plus grands critiques de la démocratie. Démocratie qui le redoutait parce qu'il la voyait livrée à l'ignorance, à la passion, à la flatterie des démagogues. Mais derrière cette méfiance se cachait une intuition essentielle. Le peuple ne peut être libre que s'il est éclairé. Autrement dit, et pour faire court, la démocratie ne doit pas reposer sur l'opinion, mais sur la raison. Et la raison, cela s'apprend, ça se conquiert, s'exerce et se cultive.
L'école républicaine, dans cette perspective, et je crois que vous avez eu une belle conférence de mon camarade Didier Lemaire à ce sujet, l'école républicaine n'est pas simplement un lieu d'instruction, c'est le laboratoire de la démocratie, où l'on apprend à écouter, à argumenter, à douter, à décider collectivement. Si l'école échoue, la démocratie dépérit. Si elle réussit, la liberté devient naturelle. Ce qui nous amène en troisième lieu à la question de l'anthropologie démocratique. Qu'est-ce que c'est qu'un homme libre ? Toute philosophie politique repose au fond sur une anthropologie, une certaine image de l'homme. Les Grecs, on le sait, voyaient dans l'inégalité une loi naturelle. Pour Platon, il y a des êtres faits pour gouverner. C'est le naturel philosophe, destiné à devenir le philosophe là, et d'autres pour obéir. Pour Aristote, certains hommes sont même maîtres par nature et d'autres esclaves par nature. C'est pourquoi la démocratie, pour eux, n'était pas vraiment souhaitable, car elle consistait en un renversement de l'ordre du monde. Mais avec le christianisme, cette vision s'inverse. Saint Paul proclame l'égale dignité de tous. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni maître ni esclave. Vous êtes tous dans le Christ, tous un dans le Christ, dit-il. Puis viennent Spinoza, Hobbes, Rousseau, Marx, qui chacun à leur manière posent l'égalité fondamentale des hommes, au moins dans leur capacité à se nuire et se détruire mutuellement. Mais ils affirment aussi leur égalité dans leur capacité d'accéder à la conscience d'eux-mêmes et à la raison. C'est cette anthropologie égalitaire qui rend la démocratie pensable. Si tous les hommes ont également le pouvoir de se détruire, mais aussi également le désir de survivre, de vivre, et surtout la capacité de raisonner, alors tous peuvent participer à l'élaboration de la loi. Or, cette égalité n'est pas un fait, c'est un idéal de culture et d'éducation. Nous ne naissons pas raisonnables, nous le devenons. C'est pourquoi la démocratie ne peut jamais être achevée. Elle est une tâche infinie, un processus d'émancipation collective voué à s'accomplir au fil des générations. Si la démocratie est donc un horizon moral, c'est qu'elle suppose une transformation intérieure. Elle ne peut exister que si les citoyens acceptent de se soumettre à la loi, non par peur, mais par conscience. Autrement dit, que la contrainte extérieure du pouvoir soit remplacée par la contrainte intérieure de la raison. C'est ici que la politique rejoint la morale. Non pas la moraline, qui en appelle aux valeurs citoyennes, mais l'éthique forgeant la vertu et le civisme. La démocratie, dans son sens le plus élevé, n'est pas simplement un mode de gouvernement, c'est une forme de vie, une manière d'être au monde, de reconnaître l'autre comme son égal, de se sentir responsable non seulement de soi-même, mais des autres et du tout que nous composons avec eux. C'est en ce sens que Spinoza, par exemple, parle d'un absolutisme démocratique. Non pas le pouvoir absolu d'un homme sur tous, mais le pouvoir absolu de la raison commune sur chacun. Au fond, et je pense là aux thèses de Marcel Gauchet, la démocratie est l'objet d'une foi, d'une certaine foi en l'humanité, d'un optimisme anthropologique. Foi dans la raison de chacun, foi dans la possibilité d'un accord sans violence, foi dans la capacité des hommes à se gouverner eux-mêmes. Cette foi n'est pas naïve, elle est exigeante. Elle suppose un immense effort de culture, d'éducation et de lucidité. Mais sans elle, il ne reste plus que le cynisme politique, la résignation ou la peur. C'est pourquoi Marx, par exemple, peut dire que la démocratie n'est pas un État, mais un mouvement. Un mouvement qui tend à rapprocher les gouvernés des gouvernants, l'individu de la communauté, la liberté de l'égalité. Un mouvement toujours inachevé, mais toujours recommencé, parce qu'il porte en lui l'idée la plus haute que l'homme ait eue de lui-même, celle d'être capable de se donner à lui-même sa propre loi. Pour conclure, je dirais que la démocratie est une exigence et non un acquis. Ce n'est pas une situation, c'est une tension vivante. Elle vit dans l'écart entre le rêve et le réel, entre la liberté et la loi, entre l'individu et le collectif. Elle n'existe que dans ce mouvement perpétuel où chaque génération successive doit, à nouveau, apprendre et réapprendre à être démocrate. C'est pourquoi il faut se garder de parler de nos démocraties comme si elles étaient définitivement acquises. La démocratie n'est jamais un état stable. Elle est une conquête toujours menacée. Elle exige de l'attention, de la vigilance et du courage. Comme le disait Tocqueville, le grand danger qui guette une démocratie, c'est l'indifférence. Car lorsqu'un peuple cesse de vouloir se gouverner, d'exercer sa raison, d'éduquer sa liberté,
d'écouter la parole de l'autre. Alors la démocratie se vide et la place du pouvoir, cette place vide dont parlait Claude Lefort, est vite occupée par des tyrans. L'histoire ancienne et récente nous le rappelle douloureusement. La démocratie ne meurt pas toujours par coup d'État. Elle s'éteint souvent doucement dans le confort, la peur ou la lassitude. Être démocrate, ce n'est donc pas seulement aimer un régime, c'est se vouloir libre. Libre de juger, de penser et de débattre. C'est croire que la liberté n'est pas un privilège, mais une responsabilité. La démocratie suppose que chacun en lui-même soit un peu législateur, qu'il se gouverne avant de prétendre gouverner. Elle ne se réduit pas à un bulletin de vote, mais s'éprouve dans la conversation, la discussion, dans ce que Jaurès appelait le respect de l'adversaire. Une démocratie, au fond, n'est pas un régime qui garantit la liberté. C'est un peuple qui se tient debout et se montre ainsi digne de la liberté. En espérant donc ne pas être accusé par vous de romantisme, je dirais que si la démocratie reste un idéal, ce n'est pas un défaut, c'est sa grandeur. Elle n'est pas faite pour être parfaite, mais pour rester perfectible. Elle n'est pas le triomphe d'un modèle, mais la recherche d'un monde commun où personne ne serait requis d'obéir sans contrôle. C'est pourquoi, même si l'on peut constituer la démocratie comme un régime impossible, nous devons continuer à y voir une promesse, celle d'une humanité capable de réseau, de justice et de fraternité. Régis Debray nous l'a rappelé. Nous avons tant parlé de liberté et d'égalité que nous avons oublié le troisième mot de notre devise, la fraternité. Or, sans fraternité, la démocratie n'est qu'un système mécanique. Avec la fraternité, elle devient un destin commun. Alors que reste-t-il au terme de ce parcours? Peut-être une conviction simple. La démocratie ne nous est pas donnée, elle nous est confiée. Elle n'existe qu'à la mesure de notre effort pour la faire vivre, de notre exigence de vérité, de notre confiance dans la raison humaine. Et tant qu'il y aura des hommes et des femmes pour croire que la liberté vaut mieux que la peur, que la parole vaut mieux que la violence, et que l'éducation vaut mieux que la domination, alors oui, la démocratie restera possible. Je vous remercie. Que dire après tout ça? Vous m'avez vu gratouiller parce qu'en réalité, disons que je liquidais des tas de trucs que j'allais vous dire parce que ça a été dit mieux que je ne comptais vous le dire. Donc, Moi j'avais prévu en fait, là je m'étais dit allez je vais être positif, je vais faire le bon flic, je vais défendre la démocratie en me disant que voilà, Pierre serait parfait dans le rôle du mauvais flic. Vous l'adorez, voilà. Voyez à quoi j'en suis réduit. Vraiment. Après, on me fait venir sur Toxin pour que je terrorise André Valigny sur la peine de mort. Indy, il a le droit de devenir meilleur. Entre Collard qui a tourné de l'œil, Harwell qui savait plus où se foutre, et moi qui ai dit oui, mais enfin, faut l'utiliser le droit de devenir meilleur. On a tous le droit de devenir meilleur. La prochaine fois, je demanderai Julien Drey. On parlera de la gestion des fonds d'SOS Racisme par le bêta et par son frère. Ce sera quand même beaucoup plus drôle. Donc, je voudrais revenir sur quelques points, parce que, objectivement, c'est magistral. En fait, tu as fait ça en une après-midi. Une soirée. Une soirée, enfin, faut voir quand même, vous avez pu le... Non mais, écoutez, comme dirait l'autre, comme on dit aux cartes, je paye pour suivre. C'est l'instinct de survie. Merde. C'est votre femme. Ce qu'il faut, je pense que derrière cette question, il y a des points primordiaux de la pensée occidentale et de la manière dont nous entendons qu'elle survive et que nous survivions à travers elle. Quelque chose de très important qui a été dit, c'est que la démocratie est un dispositif, mais comme Giovanni Sartori le disait, elle est également un penchant, un état d'esprit. Ce n'est pas naturel de reconnaître la parole de l'adversaire. Ce qui est naturel, dans un rapport barbare certes, mais qui est derrière chaque dispositif, c'est de faire jouer les poids et les forces.
Rappelez-vous cette phrase d'un ancien député socialiste qui disait « Vous avez politiquement tort car vous êtes électoralement minoritaire ». Vous voyez, le penchant naturel, c'est de dire « T'as le dos, j'ai le gourdin ». Reconnaître la parole de l'autre n'est pas quelque chose de naturel. C'est d'ailleurs quelque chose qui nous est très largement, à nous héritiers d'Athènes et de Rome, très largement propre. Alors, il y a des expériences ethnologiques d'horizontalisation du pouvoir, mais si on veut bien, n'appelons pas de démocratie tout et n'importe quoi. Un arbre à palabres n'est pas une démocratie. Un arbre à palabres est une horizontalisation de la parole que le chef va reprendre en état d'exception. Ce qu'on appelle les différentes tentatives de démocratie en ethnologie, particulièrement en Afrique subsaharienne, tous les arbres à palabres et autres, c'est avant tout une horizontalisation. Mais le fait qu'il y ait débat et espace public n'implique pas qu'il y ait démocratie. C'est nécessaire qu'il y ait un espace public. Mais avoir un espace public n'est pas insuffisant. Théoriquement, en Union européenne, vous avez un espace public. Vous avez le droit de l'ouvrir. Rappelez-vous, si la démocratie, c'est ferme là, enfin, c'est la dictature, c'est ferme là, la démocratie, c'est cause toujours. Vous avez un espace. De quoi vous vous plaignez? Or, on peut tout à fait laisser un espace aux gens pour piailler. Au sein de l'élite française, ça a été l'affrontement, dès les débuts d'Internet, entre des gens qui vont se ranger progressivement derrière Nicolas Sarkozy lors de son élection, et des gens qui vont se ranger derrière Dominique de Villepin. Dominique de Villepin voulait le maintien du chiracisme, c'est-à-dire il faut que les Français ferment leur gueule à n'importe quel prix. Et Sarkozy disait non. Grâce aux médias, nous allons multiplier les clashs dans la société. C'est d'ailleurs Nicolas Sarkozy qui va impulser des débats toutes les semaines, rappelez-vous, pour que les gens s'engueulent. Évidemment, vous n'avez aucune prise sur ces débats. Mais c'est pour ça que ce sont des débats et qu'il n'y a pas une condition première de la démocratie qui est l'effectivité de la décision publique. Aujourd'hui, les gens ne demandent pas à être représentés, ils aimeraient l'être un peu plus, peut-être. Mais ce qu'ils aimeraient, c'est quand ils votent qu'il y a un effet. On est tous d'accord. La plupart des gens ne veulent pas être représentés, ils veulent qu'il y ait un patron. Ils veulent qu'il y ait un acte qui rétablisse un régime, qui rétablisse une communauté, qui rétablisse une vérité politique. Nous voulons de la justice, du progrès et de l'ordre. Donc avant tout, des décisions, décidarées tranchées. Quand on n'a plus de souveraineté, il nous reste l'espace public. Parce que la puissance de décision, c'est la souveraineté qui vous la donne. Vous l'avez plus, il n'y a plus de décision. Alors, une partie, je vais y revenir, des ennemis de la démocratie biaisent sur cette question-là. Je fais rapidement. Vous avez évidemment derrière Sartori, vous avez un autre grand penseur du penchant démocratique, même si objectivement, historiquement, il a eu tort. C'est Alexis de Tocqueville. Parce qu'Alexis de Tocqueville voulait mettre en garde contre la tyrannie de la majorité. Aujourd'hui, les démocraties meurent des tyrannies de minorité. À sa décharge, à l'époque où il était, et vu les avis réels qui étaient les siens, la tyrannie de la minorité, il ne pouvait pas l'avoir. Un, parce que lui, il était pour le pouvoir des minorités. Lui-même était monarchiste légitimiste, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas du tout un auteur républicain, c'est pas du tout un auteur libéral. Sa correspondance est très claire. Et deuxièmement, il a toujours été très partisan des dérives oligarchiques. Je vous rappelle par exemple les écrits qu'il fait à la gloire du génocide contre les Amérindiens. Et
il est profondément un des premiers gallo-ricains, bien des décennies avant un certain Jean Monnet, qui sera certainement le plus beau spécimen de l'espèce. En 2 points, qu'est-ce qu'il arrive aujourd'hui au fait démocratique? Qu'est-ce qu'il y a comme alternative devant nous? Premier point, l'état de la démocratie, c'est très simple, la démocratie s'effondre sous l'effet des menaces internes, menaces externes. 2 points. Les menaces internes, qu'est-ce que c'est? C'est l'inversion de toutes les conditions qui faisaient une démocratie moderne. La démocratie moderne, c'est quoi? Alors, vous avez, selon les angles qui sont les vôtres, des régimes. Alors, nous sommes ici dans les locaux de gens qui ont été des démocrates à éclipse. Vous vous rappelez d'une des phrases qui est peut-être pas sa meilleure de Maurras, qui était la démocratie, c'est le mal, c'est la mort. Mais pourquoi? Pas du tout. N'oubliez jamais que dans la logique contre-révolutionnaire, ce n'est pas le mépris du peuple qui s'impose. Et moi, je ne suis pas. J'en parle uniquement comme historien des idées. Pour les contre-révolutionnaires, la démocratie, c'est le mal, c'est la mort. Pourquoi? Parce que ça va donner le pouvoir à la Ligue de la Terre contre le peuple. Prenez le terme parlement. Parler, mentir, trait d'union. Bon, extraordinaire. Et en réalité, quand vous connaissez bien les écrits contre-révolutionnaires, vous vous rendez compte de quoi? C'est pas la démocratie le pouvoir pour eux. C'est le système représentatif. Parce qu'ils ont assisté à sa mise en place. Je vous rappelle qu'un système représentatif n'est pas pensé comme médiation de la démocratie. Il est pensé pour éviter la question démocratique. Il va devenir une médiation parce que le peuple va faire des luttes des classes, parce que le peuple va se défendre. Mais dans la plupart des cas, un système représentatif est fait pour que le peuple reste à sa place. Un ticket tous les 5 ans et soit content. Après, on gère, comme disait Madoff. Donc, grand métaphysicien injustement méconnu. Donc, le problème, c'est que, comme certains animaux ont tendance à vouloir ressembler à leurs prédateurs, ou certains autres à ressembler à leurs proies, le système représentatif a usurpé le terme de démocratie. Pourquoi? Parce qu'il colle à la prise de pouvoir de ce que Michel Maffesoli appelle parfaitement le bourgeoisisme. Ce système sociologique qui a pris le pouvoir non pas à la Révolution française, mais bien avant. Car en réalité, ce système a fait feu de toutes les idées de l'époque moderne. Pourquoi? Parce que une vraie idée politique, c'est quand un groupe social se sert d'idées pour prendre le pouvoir. Sinon, c'est de la conversation, c'est de la pensée. Certains diraient c'est de l'onanisme intellectuel. Ça l'obligeant de ne pas tâcher les draps. Mais malheureusement, une idée politique ne devient telle que quand quelqu'un la prend et prend le pouvoir avec. Et principalement quand ça devient une dynamique évolutionniste. C'est-à-dire qu'un groupe prend le pouvoir pour ses intérêts, et parfois ces intérêts coïncident ou ne coïncident pas avec les intérêts collectifs. Il y a 2 manières de suivre l'intérêt collectif. Soit parce qu'on pense l'intérêt national ou collectif d'abord. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes pour qui le service fait partie de leur vie. C'est un penchant. Et il y a des hommes qui servent l'intérêt collectif juste parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Parce que le collectif leur fait peur et parce que, à être des 2 côtés du bâton, mieux vaut être celui qui se tient. Vous voyez, ça a servi longtemps au peuple d'apparaître comme une bête sauvage. Aujourd'hui, le peuple de Châton ne fait plus peur à personne. C'est ça le problème. Quand je vous ai dit que ces conditions de la démocratie moderne se sont retournées les unes contre les autres,
Énumérons-les. La condition démographique. La condition pour qu'une démocratie soit vivable démographiquement, c'est qu'il y ait dans une société, comme disait Auguste Comte, plus de morts que de vivants. Si vous vous voyez vous-même comme un passage démographique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dépositaire de la souveraineté, vous l'empruntez à ceux qui vont vous suivre. Vous n'êtes pas dépositaire de la société, vous l'empruntez à ceux qui vont vous suivre. Vous êtes un passage. Vous êtes deux passages. Le jour où vous perdez ce sentiment de temporalité, eh bien la démocratie devient le jeu de la génération la plus nombreuse. Pour ceux qui verraient là-dedans un certain mouvement Nicolas Quipet, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux vous dire. Vous voyez ? Ça, c'est le premier verrou que vous devez refaire si vous pensez refaire un système démocratique. Vous êtes une lignée. Et la démocratie n'est pensable qu'au sein d'une lignée. Pourquoi ? Parce que, sinon, vous pensez que vous pouvez aliéner la liberté de vos enfants. Vous n'en avez pas le droit. Le peuple a tous les droits, sauf un. Aliéner sa souveraineté. Parce qu'elle appartient aux morts, aux vivants et aux à naître. Quand vous sortez de cette définition-là, il n'y a plus de démocratie. 2. L'aspect sociologique. L'aspect sociologique, oui, il peut y avoir une tyrannie de la majorité, oui, c'est vrai. C'est un peu comme la psychologie des foules par Gustave Le Bon. C'était magnifique à l'époque où ça a été écrit. Aujourd'hui, nous avons tous les écrits des sciences cognitives. Et il y a un ouvrage qui est drôle d'ailleurs, parce qu'il est quasiment impossible, pas faute d'avoir essayé, à rééditer. Je crois qu'il est en occasion sur Internet à 80 € pièce, pour vous dire. Ça s'appelle La sagesse des foules. Ouais. En réalité, il y a un petit malin qui a repris toutes les expériences de Le Bon et qui a mis l'égalité d'information entre les groupes témoins. Eh bien, je vais vous sidérer. À information complète, les gens ont plutôt tendance à décider dans le bon sens. Ils ont plutôt tendance à privilégier l'intérêt collectif à information complète. Ça. Et là, pour le coup, c'est entièrement retravaillé et par, si vous voulez, les méthodes scientifiques, groupes témoins, etc. Drôle d'ouvrage qui n'a pas fait, mais alors, qui a fait l'effet d'un rond sur une plaque de verglas. Pas un débat, pas une ligne, rien. Parce que justement, on aime bien ce côté psychologie des foules. J'admire énormément Gustave Le Bon à l'époque où il a écrit. Tout comme Tchakonine, le viol des foules par la propagande de masse, etc. Et surtout, ces écrits-là servent toujours à information inégalitaire, à information incomplète, à mécanique de conditionnement. Et aujourd'hui, vu ce qu'on est capable de faire à un être humain, en termes de conditionnement, Gustave Le Bon mérite d'être relu. Mais un autre système est tout à fait envisageable. Je vais vous donner un exemple qui a été travaillé. Tout le monde pense, et c'est d'ailleurs tous les héritiers de Karl Popper, entre autres, penseur grand démocrate qui a fait énormément de mal, mais qui ne voulait pas le faire à son corps défendant. Mais quand vous lirez la société ouverte et ses ennemis, vous comprendrez le problème. Il disait la télévision va faire des gens totalement malléables. Tout le monde a avalé ça à raison. Et d'ailleurs, prenez le métro. Vous allez voir le beau conditionnement. Il y a un pays qui n'a pas avalé. Vous savez lequel ? Le Japon. Le Japon, pendant des décennies, a voulu que la télévision soit éducative. Et donc, le Japon, en dépensant des sommes folles,
mais à créer des systèmes, comment dire, de formation de la jeunesse à partir de la télévision, c'est-à-dire comment rendre un enfant plus intelligent quand il est devant la télé. Ils se sont posé la question, ils l'ont dit, en partie, ils l'ont fait. Et d'ailleurs, la France a été un pays qui a tenté. Et d'ailleurs, ça a plutôt marché. Pendant fin des années 70, début des années 80, vous aviez de très très belles choses. Et si vous ne me croyez pas, eh bien, je vous recommande certaines émissions de vulgarisation scientifique dont la France avait le secret. Vous aviez un grand homme, par exemple, qui a créé un personnage qui a béni ma génération, qui était le personnage de Maestro, de ceux qui se rappellent de Maestro. On est d'accord. Aujourd'hui, on a totalement laissé tomber. Mais preuve que c'était possible. Particulièrement la vulgarisation scientifique. Le problème, c'est que, vous savez qui s'est dressé contre ça? Des gens qui ont plus de pouvoir en France qu'ils n'en ont eu en Asie. Les publicitaires. Bah oui. Oui. Vous faites des émissions éducatives, vous essayez de leur vendre de la rayonne entre les deux. Il faut assouplir la viande. Il faut assouplir la viande. Non mais, si vous voulez, il faut être con, oui, mais con par construction. C'est pour ça qu'on a généralisé dans tous les pays qui ont, avant tout, américanisé leurs médias, et c'est pas l'anti-américanisme de le dire, c'est que l'Amérique a créé quelque chose de très particulier qui a été au cœur du système médiatique pendant 40 ans. Les soap opéras. Soap, savon, vendre du savon. Alors vous allez me dire, mais de quoi il nous parle? Les Feux de l'amour, ça dit quelque chose à quelqu'un? Dallas, ça dit quelque chose à quelqu'un? Je peux être là à ce soir, et vous voyez qu'en réalité, la plupart du culte des séries que vous avez aujourd'hui vient d'inventions de publicitaires. C'est-à-dire, on attendrit la viande, et dans la pub, dans l'entracte, on attaque. Parce que c'est ça qui compte. Oui, c'est là d'où vient le pognon. D'accord? Bien. Aujourd'hui, on n'en est même plus là. Grâce au management, grâce aux sciences cognitives, on pense pouvoir faire de la programmation. Le souci, c'est que on est dans l'antithèse sociologique d'être libre. La différence entre ces deux types de conditionnement, c'est que l'un vous rendait indolent à la liberté, c'est l'individu des années 80 qui rôde son camembert devant Téléfoot, et l'autre, beaucoup plus grave. Faites-vous névrosé, un dépressif au dernier degré, et on est passé de la liberté pour quoi faire à la vie à quoi bon. Et aujourd'hui, c'est l'élan vital qui est attaqué. C'est pas si difficile que ça de persuader des gens qu'ils sont trop. Ah, bien sûr, vous n'allez pas les pousser à l'acte définitif, non. Vous allez leur dire que, par exemple, la transmission de la vie, un enfant, ça coûte 260 000 €. Que c'est aussi mortel pour l'environnement que des pets de vache. Que c'est pas bien de faire du mal à Mère Nature. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand il faut dépenser 1,4 million pour laisser en vie celle qui a égorgé la petite Lola, ça, c'est pas grave. Parce que rien ne vaut une vie. Enfin, cette vie-là. Mais la vie de l'enfant à naître pour 260 000 €, ça se discute. Mais deuxième sens du terme sociologique, comment concasser une communauté politique quand on vous a fait venir des gens qui n'appartiennent pas au même moule culturel que vous et qui viennent en plus, génial, de cultures totalement inégalitaires dans lesquelles la démocratie c'est harem ou pas permis. Je ne suis pas émis du colloque. En réalité, d'ailleurs, une partie du phénomène migratoire étant encouragée pour cette raison. Horizontalisation bête et méchante des luttes. C'était trop. Ce qui fait le peps d'un régime et d'une démocratie, c'est des guerres du haut vers le bas. Si vous ne me croyez pas, lisez l'histoire de la Respublica Romana.
la plus grande lutte des classes de l'histoire des hommes. Ça s'est appelé Rome. Les patriciens et les plébéiens, dans leur affrontement, ont fait l'une des plus grandes odyssées de l'Occident, qu'on le veuille ou pas. C'est d'ailleurs pour ça que la pensée libérale, quand elle existait, louait la lutte des classes. Je vous rappelle que la lutte des classes, c'est Guizot. Marx la reprend avec Guizot, vu que Marx est le dernier des grands auteurs classiques. Voilà. Vous pouvez être anti-marxiste si vous voulez, mais vous balancez tous les pères du libéralisme qui parlent à travers lui. Guizot et Ricardo, au minimum. Or, vous voyez, on détruit la démocratie sociologiquement. Un, en faisant des individus abrutis et asociaux, problème éducatif, et deux, quand ça suffit pas, on fait venir des associabilités, mais des associabilités exotiques. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas faire cause commune avec vous. Et qui vont en réalité, du moins, c'est ce qu'on a pensé. Ensuite, par un phénomène d'assimilation contre lequel il faut lutter, ces gens peuvent faire cause commune avec vous, pour une partie d'entre eux, selon la mécanique assimilatrice ou pas. Un autre fait auquel on ne pense pas, c'est la condition énergétique de la démocratie. Il existe un excellent ouvrage là-dessus qui s'appelle La carbone démocratie. Il faut une énergie abondante et peu chère pour un régime démocratique. Parce que quand quelqu'un a le monopole de l'accès à l'énergie, l'égalité des autres est discutable. Et pour preuve, vous voyez qu'aujourd'hui, où tous les systèmes collectifs énergétiques sont attaqués, je pense particulièrement à l'Europe de l'Ouest, les conditions de la démocratie vont être beaucoup plus difficiles à poser. Au passage, certains d'ailleurs ont pris la tangente. Je vous rappelle que certains mouvements vous disent qu'on va aller vers le rationnement. Oui. Et donc, il va falloir faire des choses plus autoritaires pour que vous la fermiez. Si je vous dis... est-ce que... comment il s'appelle? Vous savez, vous savez, vous avez le docteur Bias, ça c'est Laurent Alexandre, et vous en avez un autre pour l'apocalypse climatique énergétique, comment il s'appelle? Merci. Jean Covici, tu avais le droit de vous le dire. Il va falloir que vous fermiez votre gueule en grand cri. Mais c'est pour votre bien. Évidemment, comme le dirait le camarade Ozon, il vous met sous stress vital. Et peur du Covid, et peur de Gaillard, et peur de Poutine. Ferme ta gueule. Et laisse-moi te faire les poches. Ah oui. Bon. Or, conditions anthropologiques de la démocratie. Nous avons déjà largement vu avec le brillant exposé de Jérémy, dont je vais faire vite. Qu'est-ce que l'Occident réellement? Parce que là, pour le coup, ce sont tous les systèmes fils d'Athènes, et au premier chef la France, qui ont légué ça au monde. Quelle est la plus grande chose que nous ayons léguée au monde? La citoyenneté. Ça, c'est quelque chose qui nous est quasiment entièrement propre. C'est-à-dire d'un individu qui va au-delà de lui-même pour la collectivité. Qui, au passage, reçoit pour cela des récompenses dans cette vie ou dans une autre et dans la mémoire des hommes. Ce legs d'Athènes est l'un des navires amirals de la grande aventure de différents peuples européens, et à commencer par le nôtre. La disparition de cet être pour les autres, de cet être pour la collectivité, pour la communauté pris dans son sens historique, sera certainement la régression terminale de nos peuples. C'est ce qui disparaît sous nos yeux, ce qui quand même met fin à une histoire de 25 siècles. C'est pas encore totalement fini, mais certains y travaillent. Le problème, c'est qu'un citoyen, c'est très chiant. Parce qu'un citoyen, anthropologiquement, c'est quelqu'un qui est capable de se
battre pour les autres. Donc il y a un état militaire de la démocratie, ce qui veut dire qu'un citoyen, c'est un homme armé, ou du moins qui a un accès aux armes. Nous, on a réduit la citoyenneté au lien fiscal. Tu payes, t'as un tampon. Or, vous aviez des systèmes fiscaux dans les êtres impériaux. Au contraire, l'empire ne vit que par le lien fiscal. Sois gentil, paye le tribut au sultan, je t'envoie les janissaires. Un empire vit sur le lien fiscal. Un empire vit sur le fait de vous faire les poches perpétuellement. Les dérives impériales ne supportent pas les citoyens en armes, faut pas déconner. Vous augmentez leur zone d'incertitude. Le seul type de régime dans lequel vous pouvez avoir une zone d'incertitude lourde pour les gouvernants, c'est les républiques ou les démocraties. Pourquoi ? Parce qu'elles reposent sur un fait encore plus important qu'est l'État-nation. Donc quand vous appartenez à votre peuple, que vous ne soyez pas dans un délire colonial en train de le menacer, de l'apeurer ou de le surveiller, est normal. De Gaulle se foutait de ce que vous faisiez dans vos chambres à coucher, il en dormait très bien la nuit. C'est pour ça que dans les républiques, il y a la division du public et du privé. Parce qu'on appartient au même peuple, donc je n'ai pas de raison de me bouffer les sangs, de savoir si vous allez venir m'égorger demain matin. Dans un système de peur, il est tout à fait normal que je veuille vous surveiller. Parce que vous êtes une bête et que vous voulez du mal à mon pouvoir que j'ai de droit. Puisque dans un système autoritaire, on naturalise l'inégalité. Je l'ai parce que je le vaux bien. On est d'accord ? Toute ressemblance avec un système existant ou ayant existé est purement forte. Ultime condition, la condition économique. Pour que vous ayez une démocratie, il faut un état, pas de stabilité. La démocratie n'est pas un système de mort. Ce n'est pas une paix de cimetière. C'est un état dynamique, mais, si vous voulez, avec un point autour duquel le système tourne. Ce point, dans les démocraties modernes, c'est les classes moyennes. Et ça, nos pères grecs nous ont prévenus. Quand Aristophane fait l'éloge des citoyens du milieu, ceux qui ne veulent ni renverser, ni accaparer la cité, c'est le premier éloge des classes moyennes, 25 siècles. Vous voyez ? Toutes ces conditions se sont effondrées les unes après les autres sur des problématiques strictement internes. Nous n'avons jamais, sauf à une date récente, et je remercie les éditions de l'Échappée d'avoir publié un très bon livre là-dessus, mais nous avons... Alors certains intellectuels, entre autres du gaullisme et aussi du communisme, avaient un œil dessus, mais ne l'ont pas assez théorisé. Nous n'avons jamais pensé politiquement le confort. Nos pères grecs se méfiaient de cette notion-là. Alors évidemment, ils n'avaient pas la même définition que les modernes du confort. Mais n'oubliez jamais que pour les Grecs, c'est être libre ou se reposer. N'oubliez jamais que le plus grand danger dans lequel Ulysse a failli tomber, c'est quand ses compagnons ont été drogués à une drogue du confort. Relisez l'Odyssée. Alors, c'est le seul moment où Ulysse a failli perdre réellement ses compagnons. Vous voyez ? Nous n'avons pas entendu ça, nous n'avons pas voulu. Alors, quand nous sommes saisis de ce sujet-là, il était trop tard. Et d'ailleurs, on l'a saisi à travers le biais de la société de consommation. Alors évidemment, on a écrit des choses très vraies, je pense à Baudrillard particulièrement. C'est-à-dire que le confort a tendance à superposer à notre regard une couche d'irréalité. Or, le citoyen n'a pas le choix d'avoir l'œil froid sur le réel.
Malheureusement, nous sommes entrés aujourd'hui dans le désert du réel. C'est tout à fait normal que le citoyen ne s'y retrouve pas. Mais ça, nous ne l'avons pas suffisamment pensé et nous n'avons pas, comment dire, nous n'avons pas voulu voir que les dynamiques de l'avoir allaient se retourner contre nous, alors que la démocratie est profondément une dynamique de l'être. Nous n'avons pas voulu le voir. Et d'un côté, je ne maudis pas les générations qui n'ont pas voulu le voir. Il était normal qu'elles ne veuillent pas le voir. Je vous rappelle que la grande vague de l'arrivée du confort, c'est à partir des années 50. Donc on parle de gens qui ont vécu la cure d'amaigrissement de l'occupation. On parle de gens, je vous rappelle que l'un des premiers actes de Dwight Eisenhower quand il entre président des États-Unis, c'est de faire un système de cantine pour que enfin le petit Américain moyen ait accès à un vrai repas fait près de chez lui de produits frais tous les jours. C'est d'ailleurs la première chose que Reagan va liquider. On arrive. Ça vous permettra de voir l'arrivée de l'exclave infantile aux États-Unis. Mais c'est tout à fait normal. Parce qu'on ne peut pas toujours tout refuser à un peuple, même pour son bien. Et aussi, je vous rappelle qu'il fallait récompenser tous ces peuples. Parce qu'ils ont battu la barbarie. Ils ont perdu les leurs pour ça. Je vous rappelle que la démocratie est historiquement une récompense. Quand Clisthène et quand Solon donnent les règles de la démocratie grecque, ils la donnent au petit peuple athénien. Pourquoi ? Pour récompenser ce peuple d'avoir donné les hoplites et les marins contre les Perses. C'est une récompense historiquement, la démocratie grecque. Vous vous êtes battus. Donc, vous n'avez plus à être dominé par des hommes, vous serez dominé par vos lois. Vous ne serez plus dominé par vous-même. C'est ce qui va... Vous imaginez quand même ce bon prométhéen, herculéen, il y a 25 siècles, alors qu'on en est encore à des tyrannies orientales, dans laquelle d'ailleurs nous sommes en train de revenir gentiment. Je vous rappelle le passage d'Hérodote. Je l'aime particulièrement, donc vous m'avez déjà entendu le citer. Quand Hérodote marche à côté du tyran qui lui met tu n'es qu'un homme, tu as une épée, tu as des gardes. Qu'est-ce qui fait ta puissance ? La conversation se passe aux abords d'un champ de blé. Et le tyran, pour faire voir à Hérodote d'où vient son pouvoir, il tire son épée et il coupe tous les épis qui dépassent. Je pense que vous l'avez compris, il n'y a pas besoin d'exégèse lourde. Eh bien, face à un monde qui vivait dans cette nuit-là, voilà ce que les Grecs ont répondu. Ça a plus de cuisses, on est d'accord. Mais aujourd'hui, nous retournons à ces systèmes orientaux. Malheureusement. Ça, c'est toutes les questions de l'effondrement interne de la démocratie. L'effondrement externe, soyons très clairs. La démocratie est poursuivie d'une haine depuis la Seconde Guerre mondiale qui est gigantesque. Dois-je vous rappeler que toute l'élite occidentale s'est paluchée sur le rapport sur l'ingouvernementalité des démocraties, rapport Crozier-Huntington, que vous trouverez sur Internet. Alors Crozier a tout fait pour le faire disparaître avant sa mort, mais été ni par ses héritiers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas le republier pour le commenter, etc. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est très intéressant. C'est un rapport pour la commission trilatérale, donc on n'est pas non plus à l'amical bouliste si vous voulez, derrière le Bourbon à l'Assemblée nationale. On est d'accord ? Bien. On est quand même chez des gens un peu importants. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent le problème, c'est que le problème de la démocratie, c'est tous ces locteux, vous leur donnez ça, ils demandent ça. Et plus on leur donne, plus ils en veulent. Mais nous, on ne veut pas donner. Et puis, après, il faut quand même gagner la guerre froide, tout ça, tous ces clampins, à force de nous demander des trucs. Alors que je rappelle que c'est parce qu'il y a eu la guerre froide que les systèmes démocratiques en Europe de l'Ouest ont été maintenus. C'est parce qu'il y avait un ailleurs, c'est parce qu'il y avait une alternative. Et d'ailleurs maintenant que
que le totalitarisme économiciste n'a pas de vis-à-vis. La démocratie est négociable. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas la démocratie qu'on vous oppose. On vous oppose l'état de droit. L'état de droit, c'est tu vas respecter mes règles. Parce que c'est quand même ceux qui les font qui vous les opposent. Au nom des nouvelles tables de la loi. Les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est la tyrannie de la minorité habillée d'un sentiment humanitaire. À chaque fois que vous entendez droits de l'homme, d'ailleurs vous le voyez, on vous parle d'une nouvelle minorité qui a beaucoup souffert, que vous allez devoir indemniser et à qui il va falloir faire de la place. Et l'avantage de ce système-là, c'est que ce n'est pas la minorité sur laquelle intelligemment vous devez vous retourner. Parce que lui, généralement, il n'a rien demandé. C'est celui qui décide de vous le mettre dans la gueule. Vous voyez la différence entre ce système postmoderne et un système démocratique? Les systèmes démocratiques respectent les droits des citoyens, mais ils respectent les droits des citoyens parce qu'ils ont une division du privé et du public. Ce qui se passe dans votre intimité, généralement, les peuples sont... Des gens sont... Mais quand on vous met des minorités dans la gueule, c'est pour éviter d'avoir les questions du nous. Parce que les questions du nous, elles sont top-down. Elles vont du bas vers le haut. Les questions minoritaires, elles sont horizontales. C'est la différence entre un système démocratique et un État légal. Je vous rappelle qu'il y a toujours eu un État légal. Dans les systèmes occidentaux et particulièrement en France. La monarchie française est un État légal. L'État de droit, c'est une folie germanique reprise par l'occupant américain en 1945. Et qui aujourd'hui vous est opposé au nom des nouvelles tables de la loi. Et coup de bol, c'est les gens qui vous dominent qui ont l'interprétation téléologique des textes. C'est-à-dire que, un, ils ont le monopole de l'interprétation, mais deux, grâce à l'interprétation téléologique, c'est eux qui maîtrisent l'esprit du texte et l'intertexte. C'est comme ça, au passage, qu'on interprète un traité européen. Donc vous pouvez vous planquer derrière... oui, mais l'article, il dit pas ça. Oui, mais l'esprit de l'article aussi, et je suis le seul à avoir autorité pour le dire. Eh bien, excusez-moi, c'est le devin dans Astérix. Excusez-moi. Là, c'est vraiment un type oriental de pouvoir. Ou même un type régressif, c'est-à-dire c'est le juge chaman. C'est le juge qui lit dans les entrailles de poulet, ou de poisson, ou de brocoli pour le végan du fond de la salle qui ne pas bon un français. Mais enfin après lire dans les entrailles de brocoli c'est quand même compliqué. Tu es d'accord avec moi quand même? Bon, mais la démocratie est haïe. Je vous rappelle que vous vivez dans un pays où on a annulé un référendum, que vous êtes presque mitoyen d'un autre pays qui est la Hollande, terre historique du libéralisme politique, vis-à-vis de l'Angleterre sur le continent, où on a annulé un référendum comme ici. Au passage, je croyais qu'il y avait que les juntes algériennes qui faisaient ça. Donc la différence entre l'eurocrate et la junte algérienne, qu'est-ce que c'est? Le seum. Donc, ce qui est quand même le nec plus ultra de l'algérianité. Hein. Pardonnez-moi de dire ça. Bon, tu couperas, t'as pas envie qu'on ait un arrêt sur la vidéo. Donc, alors je rigole. Ça, vous voyez, la démocratie s'effondre sur ces deux grandes tendances. Décomposition interne, attaque externe. Pour conclure, quelles alternatives sont devant nous? Alors vous avez soit le système qui se met en place dans l'ancien Occident, donc Europe de l'Ouest, et une partie des États-Unis, c'est ce que j'appelle la xénocratie. C'est-à-dire, on va donner le pouvoir au grand autre. C'est quoi le grand autre? Xénocratie, le xénos, c'est à prendre au sens quasiment de la science-fiction, du xénomorphe. Parce que, pour nos maîtres, le pouvoir doit être donné à des forces barbares. Quand on vous dit les marchés ont décidé, les marchés c'est qui? Les marchés c'est quoi? Quand on vous dit la technique décidera, l'algorithme maintenant,
Et quand vous choisissez ces grands autres, ce qui au passage, la xénocratie est toujours le masque d'un colonialisme. Parce que derrière tous ces grands autres, vous avez des hommes derrière les automates. Derrière les marchés, il y a des gens. Derrière l'algorithme, il y a quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas autorisé à vous le demander qu'il n'y a personne. D'accord? Et évidemment, derrière cette xénocratie, vous avez, disons, le pouvoir de l'étranger. Oui, l'étranger, le grand étranger avec un E majuscule. L'autre avec un A majuscule. Par le truchement d'une force barbare, souvent d'un processus plus que d'une institution. Le droit européen, par exemple, est un processus. Derrière ces gens-là, derrière ces phénomènes, vous avez très peu de gens. Et évidemment, pour que ça marche, il vous faut les 20% de techno-gestionnaires collabos qui vont créer au sein de votre propre peuple une élite coloniale. Regardez les classes politiques d'Europe de l'Ouest et regardez la classe politique d'une partie des États-Unis et dites-moi qu'ils n'ont pas vis-à-vis de leur peuple un rapport colonial. Je vous rappelle que vous êtes des gens qui ne sont rien, qui ne traversent pas la rue, qui sont descendants. Je continue. Hillary Clinton en avait tout au sang. Et ça, ce n'est pas propre à un régime. Vous avez ça dans la totalité des pays occidentaux, avec des États qui régressent actuellement. Vous avez par exemple la fin quasiment certaine maintenant du modèle suisse, qui est très lourdement attaqué. Ah oui, la Suisse est en train de se rendre à l'accord colonial que l'Union européenne a demandé, c'est-à-dire là, de devoir justifier juridiquement auprès de la CJUE des votations. C'est donc la fin du système des votations. Les Suisses auront le droit de voter. Mais si la CJUE n'est pas d'accord, et bien tout simplement, ils seront à la même enseigne que les autres. Par contre, ne vous inquiétez pas, ils peuvent faire une votation sur est-ce que finalement, est-ce qu'on interdit les claquettes chaussettes au mois de juillet et autres questions d'urgence première. La plupart des juges de la CJUE étant dans la main de l'Allemagne, je leur déconseille de faire une votation sur les claquettes chaussettes. On pourrait se voir retoquer. Vous avez ce système-là. Vous avez des systèmes que je qualifierais non pas de démocratie, mais de démophilie autoritaire. Je vais choquer beaucoup d'entre vous, mais c'est le cas des systèmes russes ou des systèmes chinois. Le Parti communiste chinois, que vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer, mais je vous rappelle que vous n'êtes pas chinois et que je vois pas en quoi ça vous regarde. Donc, vous avez plusieurs dizaines de millions de membres. Il y a plus de représentation au sein du PC central chinois en termes sociologiques que dans aucun parti occidental. C'est un état de fait. Et je ne vous dis pas que c'est bien. Je fais un constat. Ce que Vladimir Poutine a appelé la verticale du pouvoir est pris par les Russes comme un système démocratique. Parce que c'était soit ça, soit la kleptocratie yeltsinienne. Qui a coûté à la Russie, je vous le rappelle, d'après les chiffres de l'OMS, 1 million de morts. Tout le monde se fout. Tout le monde se fout. L'OMS a tablé sur 1 million. Désolé, tu peux dire plus si tu veux, mais tu fais l'étude et tu me l'envoies. Donc, ça, c'est les deux systèmes qui sont l'un en face de l'autre. La plupart des BRICS reposent sur ces systèmes de démophilie autoritaire. Vous me direz, l'Inde. Je vous rappelle que l'Inde, le système démocratique est contrebalancé par le maintien du système des castes. Les sociétés latino-américaines sont des sociétés encore très inégalitaires, ce qui fait que certaines couches inférieures ont un accès modéré à la démocratie, et que d'ailleurs les expériences par trop démocratiques ont de mauvaise presse jusque sur le continent lui-même, et voyez ce que beaucoup de latino-américains pensent des aventures bolivariennes. La plupart des États
d'Asie, à l'exception de la Corée et du Japon, n'ont pas adopté la démocratie de marché et d'opinion. Mais quand elles l'ont adoptée, elles ont fait des démocraties très sérieuses. Je pense particulièrement au modèle sud-coréen. Mais à ces exceptions-là, je pense ne pas trop me tromper quand je vous dis qu'il y a avant tout ces grandes tendances. Alors évidemment, le cœur du pourrissement est en Europe de l'Ouest. Parce que là, on a atteint un degré de xénocratie que pour l'instant l'Amérique ne connaît pas et qu'elle ne connaîtra pas de la même manière. Ma thèse, c'est que la principale menace sur la démocratie américaine, c'est que l'Amérique est en train d'être colonisée par son ancien lobby impérial et colonial. Un peu comme l'armée coloniale japonaise a recolonisé le Japon. C'est-à-dire, grosso modo, que l'ancien camp impérial, c'est-à-dire le camp qui a fait la guerre froide, ce que les commentateurs américains appellent, pour certains, état profond, je préfère le terme d'institution deleuzienne, par opposition aux institutions jeffersoniennes, ce n'est pas le même problème que chez les Européens. Chez les Européens, il y a un renoncement à être. Et il y a la volonté d'être l'antithèse de ce que nous avons été historiquement. Avec derrière des volontés de domination, si vous voulez, mais de domination par l'annihilation, quand même. Ça, c'est très propre à l'Europe de l'Ouest. Si vous voulez, les démocrates n'aiment pas... les impériaux démocrates n'ont pas envie que l'Amérique s'effondre. Pour eux, l'Amérique, c'est une tirelire. Ils n'ont pas envie que le blé se casse. Ils ont juste envie d'être en haut de la pyramide. Il y a un nihilisme européen qui est quand même beaucoup plus comment dire, affirmé, quand même. Je ne dis pas que le bidenisme triomphant était d'un parfait équilibre mental. Je dis juste que la décomposition wokiste de la société américaine, elle n'est pas politique. Elle est sociologique et religieuse. Quelles alternatives à ça? Alors vous avez une partie de gens qui veulent arrêter le temps et revenir en arrière. C'est donc les options écologistes et décroissantes. C'est-à-dire nous allons recréer des sociétés chaudes, communautaires et égalitaires en faisant tourner la roue du temps à l'envers. Principalement, l'avantage dans la décroissance, c'est que c'est marqué dessus. Et je les prends pas du tout de haut. Hein. Serge Latouche, c'est un vrai penseur. Hein. À titre personnel, je ne le pense pas nécessairement possible pour une raison. Quand bien même vous arriveriez à faire un petit paradis, ça doit se défendre. Parce que nous vivons dans un monde qui a besoin de murs et d'hommes en armes sur des murs. Et si vous renoncez à la puissance, votre petit paradis durera ce que durent les roses. Vous avez la tentation inverse. L'accélérationnisme triomphant qui fait fi de l'échec patent de la technocratie. La technocratie sur 2 siècles est un échec foireux. Le pouvoir des sachants n'a fait aucune puissance. Aucune. Aucune. Le pouvoir mandarinal a été fatal à la Chine. Le pouvoir des sachants européens, regardons dans quel état ça vous met. Le pouvoir des premiers de la classe. Et à titre personnel, je ne pense pas démériter par mes diplômes. La seule chose, c'est que je ne crois pas au pouvoir des premiers de la classe. Et le Covid a achevé de me convaincre. Donc, les thèses accélérationnistes, c'est allons-y gaiement, allons-y guinguant. C'est-à-dire que nous allons devenir, par l'IA, par la technologie, nous allons accélérer le temps pour avoir un monde symbiotique et techno-féodal. Alors, c'est très sympa. C'est à mi-chemin entre Métal Hurlant et Mad Max. La question, c'est de quel côté de Métal Hurlant et de quel côté de Mad Max vous voulez être. Parce que il rajoute quelque chose par rapport aux décroissants qui eux aussi ont une fuite dans l'utopie. C'est quoi une utopie? Une utopie, c'est un penchant intellectuel et philosophique normal. Parce que c'est la distorsion de l'idée de doute. Oui. J'ai le droit de douter que ce monde soit vivable, je vais en imaginer un plus vivable et plus beau. Thomas More, c'est ça.
Donc, si vous voulez, l'utopie décroissante, ça donne les Amish. Je dis pas que c'est bien, je dis que les Amish, au moins, ça existe. Et c'est viable. J'emploie le terme Amish à dessein. C'est que dans la littérature décroissante, il y a l'exemple Amish qui est traité. Chez les techno-féodaux, Peter Thiel, etc., certes, c'est passionnant comme littérature, mais on est dans la logique, comme dans la xénocratie, de l'homme en trop. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il y aura des gens en trop. Et quand on se pose la question, on sait tous comment y répondre. Mais avec amour, avec amour. Avec amour et pour le bien. Mais je rappelle qu'avec beaucoup d'amour, d'ici la fin de l'année, les seringues par cyanure de potassium seront votées. Avec beaucoup d'amour. D'abord, ça va être pour les souffrants, puis après les vieux, et après les ados qui sont pas bien. Avec beaucoup d'amour. D'accord ? Donc, je ne suis pas accélérationniste là-dessus pour une raison, c'est que de penser que l'homme, là où ils inversent le rapport aux automates par rapport aux hommes des Lumières, c'est que les automates étaient toujours dans la lignée de la technique telle que les anciens ont conçue. C'est-à-dire que les anciens concevaient la technique comme une prothèse. C'est-à-dire qu'on augmente l'homme, mais c'est l'homme qui a augmenté. Dans la nouvelle logique, l'homme est un appendice de ces appendices techniques. Oui. On peut le vouloir. À titre personnel, je pense que nous, en tout cas, il y a des peuples qui le supporteront. Nous, ça nous achèvera. Parce que vous enlevez de notre histoire l'idée de liberté, nous disparaîtrons. Ça, c'est clair et c'est net. Mais peut-être que des peuples le vivront. Ils ne le vivront peut-être pas longtemps. Parce que quand on voit le mal que déjà le symbiotisme avec de simples iPhones fait, quand ça ira encore plus loin, j'en suis pas certain. Et après, y a-t-il une voix française là-dessus ? Là-dessus, je terminerai par là. À mon sens, oui, à une condition. C'est qu'on se rappelle de ce qu'est la citoyenneté, de ce que ça coûte. Pour les anciens, la citoyenneté, c'était des parts d'héroïsme divin tombées au niveau des hommes, tombées à hauteur d'eux. N'oubliez jamais que pour les anciens et pour les Grecs en particulier, les dieux et les hommes sont différents de nature, mais l'un n'est pas totalement au-dessus de l'autre. Je vous rappelle que dans les guerres homériques, les dieux sont frappés et blessés par des mortels. Ça n'a absolument pas le rapport que je qualifierais d'oriental à Dieu. C'est-à-dire que Zeus n'est ni Yahvé ni Allah. Je ne pense pas qu'il y ait dans une histoire où quelqu'un blesse Allah ou blesse Yahvé. Je vous déconseille. À la lecture de l'Ancien Testament, je vous déconseille fortement. Parce que Yahvé est moyennement joueur. Je le dis tout de suite. Or, pour les Grecs, il y a une part éternelle et infinie à l'intérieur de l'homme, et cette part se manifeste entre autres par ce service des autres supérieur, qui fait tout ce que les Grecs ont créé autour de la notion de citoyenneté et qui a rendu la romanité, un, possible et deux, vivable. C'est grâce à cette armure grecque que Rome est restée aussi longtemps. Et pour preuve, toutes les dynamiques impériales sur nos terres post-romaines, aucune n'a eu la longévité de Rome. Aucune. Jusqu'à d'ailleurs des empires loufoques qui ont duré pour certains une dizaine d'années à peine. Si nous arrivons à nous rappeler de ça, nous verrons que le citoyen est un homme, avant tout, qui doit prendre sa responsabilité. C'est-à-dire, il appartient à un corps, certes ouvert, certes dans lequel il y a du débat, certes, le débat ça s'apprend, c'est un homme éduqué, mais c'est aussi un homme accompli au premier sens du terme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est capable non pas uniquement d'exercer sa liberté, mais de se battre pour la garder. Donc c'est quelqu'un qui a reçu une éducation militaire, qui a un accès aux armes. Un citoyen désarmé, c'est un contribuable. Je le rappelle, comme le disait mon ami le stratège suisse Bernard Wiesch.
et qu'une société de citoyens, c'est une société décente. C'est une société où il n'y a pas trop d'écarts. Qu'il y ait des écarts de fortune est normal. Mais je vais vous citer un horrible communiste, Henry Ford. Vous savez ce que Henry Ford pensait des écarts sociaux? 1 à 13, dernier carat, contre le patron et le plus bas de ses ouvriers. Même, je pense qu'Henry Ford, on peut le qualifier quand même de capitaliste sur les bords, ça va, on va choquer personne. Car aujourd'hui, que des gens qui sauvent des vies soient les femmes de ménage, de gens qui attendent que le pognon tombe de tableur Excel, dans une société où il y a 4 à 5 fois plus de pauvres et de gens malheureux que la société des années 60 alors qu'elle est 3 fois plus riche, et que ça ne choque personne. J'ai bien dit société décente, je n'ai pas uniquement dit société égalitaire. Une société décente, c'est une société où il n'y a pas de place pour l'obscène. D'accord ? Aujourd'hui, une part de certaines classes sociales parasitaires, que ce soit parasite d'en haut ou d'en bas, est obscène. Nicolas Quipet, d'ailleurs, ne fait que réagir à ça. La seule chose, c'est qu'il n'arrive pas à sortir le terme d'obscénité. Et une société décente repose sur la notion de rôle social. Tel que les républicains et tel que les monarchistes l'entendaient. Les monarchistes à travers l'IoT, les républicains à travers les rôles sociaux du savant, de l'ingénieur. C'est-à-dire que la première qualité d'un homme doit être évaluée au bien qu'il fait à la collectivité. Ensuite, une table des rangs doit être faite à partir de ça. C'est le seul moyen que la démocratie survive dans notre siècle. Qu'elle redevienne l'origine des hommes forts. Vous savez, n'oubliez pas que nos ennemis ont parié sur la décadence et la déliquescence démocratique. Les démocraties sont faibles. Oui, l'Empire d'Allemagne s'est dit ça 2 fois. Ça leur a moyennement réussi. Vous voyez ? Les démocraties sont tout à fait capables, contrairement à ce qu'on pense, 1, de se battre, et 2, de se faire respecter. À une condition. C'est que nous réalisions cette citoyenneté sur nos terres. Si les autres veulent nous imiter, gloire à eux. S'ils veulent nous adapter, gloire à eux. S'ils veulent nous être indifférents, gloire à eux. Ce n'est pas le système démocratique qui a fait pourrir l'Occident. C'est, comme disait Régis Debray dans un livre magnifique que je ne saurais trop vous recommander, qu'il s'agit de ne pas se rendre, c'est le retour magistral de l'idée blanche. Si nous voulons redevenir adultes politiquement et retrouver les chemins de la démocratie, nous devons exorciser tout ce sanglot et ce fardeau des hommes blancs. C'est-à-dire que le monde ne nous doit plus rien, mais il n'a pas à venir faire sa loi chez nous pour autant. Et que si nous avons un avenir à notre ressemblance, les autres, on doit avoir droit au leur. Merci à tous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.